La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous dans votre émission Diplomatie pour encore parler de l'actualité internationale sur iRadio 90.3, mais aussi sur le canal 15 de la TNT ITV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Andrea Ngombe. Il est expert international sur les questions de kleptocratie et de promotion de la démocratie en Afrique centrale. Je suis aussi avec l'un des candidats à la présidence de la République du Congo qui se tiendront en mars 2021. Alors, Monsieur Ngombe, bonjour. Bonjour Ibrahima. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans nos nouveaux locaux. Alors, un droit, c'est comme un muscle, il s'atrophie, vous le dites dans votre discours, et finit par disparaître si on ne l'exerce pas. Exactement. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire que c'est aux citoyens toujours, tout le temps, de réclamer leurs droits, et ce n'est qu'en exerçant un droit qu'il devient effectif. Parce que ceux qui sont en charge de les mettre en place, souvent, n'ont aucun intérêt à le faire, et donc c'est à nous, citoyens, de les réclamer, et donc évidemment, comme les gens qui sont au bord de la plage, qui se musclent, Oui. les citoyens doivent faire quotidiennement l'exercice de réclamer, et c'est comme ça qu'un droit devient effectif. D'accord. Kleptocratie, vous êtes spécialiste de la question. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'un système de gouvernance basé sur la corruption. On connaît la corruption comme conséquence de l'exercice d'une nation et juste à côté, comme un problème. Mais il existe des régimes dont, en fait, la structure même est ce qu'on appelle en anglais state capture. Donc en français, ça donnerait capture de l'État pour des intérêts privés. Et c'est le type de régime que nous avons majoritairement en Afrique centrale, des régimes où, en fait, l'État appartient à des personnes privées et ils usent et abusent de l'État comme d'une chose personnelle. Après plus de 50 ans d'indépendance, quand même, nos États devraient passer ces étapes. Oui, mais comme on dit, les États, c'est comme les humains. Il arrive que certains fassent des mauvaises rencontres et pour notre plus grand malheur, le Congo a fait la mauvaise rencontre avec l'un de ses fils qui est aujourd'hui depuis plus de 40 ans en charge des destinées et qui a pris ce pays pour sa chose personnelle. Oui, nous y reviendrons tout à l'heure plus amplement. Vous avez fait vos humanités à Dakar, une bonne partie de vos études. Voilà. Aujourd'hui, vous revenez pour faire un discours devant la diaspora congolaise. Pourquoi le choix de Dakar? Déjà parce que, je le dis dans mon discours, Dakar est le Sénégal, c'est ma seconde patrie. Je me considère comme un Séné-Congolais, j'invente ce terme pour dire qu'il y a une communauté de destin stricte entre le Sénégal et le Congo. Pour ceux qui ont pris le temps d'étudier nos histoires, elles sont tellement croisées, tellement entremêlées, et pour vous faire, pas pour vous faire la leçon, mais pour vous donner quelques petits points historiques de repère, le fondateur même de Brazzaville n'est pas de Brazza. C'était un soldat tirailleur, mais purement sénégalais, le sergent Malamine, qui avait accompagné de Brazza. De Brazza était resté plus haut et c'est lui qui est allé jusqu'au fameux village d'Offoa planter le drapeau français de l'époque. Donc déjà, par l'accident de l'histoire, nous sommes liés. Et ça, ensuite, vous nous l'apprenez. Hein. Ensuite, le premier pêcheur sur le fleuve Congo à bord d'une pirogue, parce que nous, au Congo, on pêche plutôt par des nasses, c'est-à-dire on met une nasse dans le courant et on s'agrippe, c'est extrêmement périlleux et compliqué. Ce premier pêcheur qui est venu nous apprendre à aller sur l'eau avec les pirogues pour aller pêcher s'appelle Yoro Cham, et ses descendants, malheureusement pour lui, travaillent aujourd'hui pour la dictature. Mais nous avons une forte communauté congolaise et sénégalaise vraiment entremêlée. Donc je m'estime pleinement. Vous le considérez comme une dictature, mais non, je ne le considère démocratiquement, pas. Ça peut. Il y a plusieurs critères d'ONG internationales qui existent. Il y a des rapports à longueur de page qui attestent justement du caractère violent, tribal, corrompu du système actuel. Quelles sont vos ambitions pour le Congo-Kinshasa? Non, Brazzaville. Brazzaville, autant pour moi. Oui, Congo-Brazzaville. Mais même si j'ai aussi des ambitions pour le Congo-Kinshasa, c'est une autre question. C'est les deux capitales les plus proches au monde. Hein. Voilà. Mais mes ambitions pour le Congo, c'est déjà le rétablissement de l'état de droit. Parce que j'estime que sans état de droit, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que la possibilité au Congo d'avoir une télé comme la vôtre, de parler librement, est restreinte.
Il faut être soit membre de la famille présidentielle, ou proche de tel ou tel général, ou proche de tel ou tel intérêt. Sinon, on ne peut rien faire dans le pays. Donc la première des choses que nous voulons, c'est de renforcer l'état de droit, de libérer les Congolais. La deuxième chose, c'est évidemment la démocratie, mais pas simplement la démocratie comme vote, mais la démocratie comme culture. C'est-à-dire, plutôt que d'aller à l'affrontement, sortir les armes et les machettes, je pense que les Congolais doivent avoir un parlement suffisamment effectif pour se parler, justement, pour échanger et pour régler leurs problèmes et leurs différends devant la justice si elle exige, ou par l'élection et le vote au cas où. Donc c'est installer vraiment les structures comme ce que vous avez de manière toujours imparfaite, hein, mais quand même, oui. J'estime, pour l'avoir vu et vécu au Sénégal, je pense que les citoyens sont enracinés dans la démocratie, ont cette culture de Ouahalé, de la palabre, plutôt que de la violence brute que nous retrouvons beaucoup. Donc vous pensez que le Ouahalé, c'est de la démocratie aussi? C'est déjà de la démocratie. C'est même une haute forme de démocratie. D'accord. Mais c'est dit, le Ouahalé, c'est juste du commerce, hein Non, pas que. C'est justement, la théorie politique parle du doux commerce. Le commerce qui pacifie les mœurs. Oui. Donc plutôt que d'agresser Ibrahima, on échange des arguments contraires, on se boxe avec les mots en quelque sorte. Et à la fin, celui qui a l'éloquence et la capacité d'argumenter l'emporte et emporte la mise. Oui. Et si je ne suis pas content aujourd'hui de la transaction, je peux la dénoncer devant un tribunal, je peux la dénoncer devant un cadi, je peux la dénoncer devant un cher. En tout cas, j'ai toujours des mécanismes de recours. Donc, ce que nous n'avons pas dans nos sociétés en Afrique centrale. Pour une Afrique très ensanglantée depuis plusieurs décennies, des guerres intestines, on n'a plus finir. Pensez-vous qu'il ne faudrait pas beaucoup plus de temps pour les pays africains de manière générale afin d'en arriver à ce niveau? Je serais d'accord avec vous si nous ne vivions pas dans un monde globalisé. Le monde ne nous attend pas. S'il y a une chose que j'ai appris au Sénégal durant le mandat de Maître Wade, et après je suis parti, donc je n'ai pas eu l'opportunité de vivre les autres, c'est que Maître Wade, au-delà de tous ses défauts, avait eu cette intelligence d'enlever la TVA sur l'importation, je crois, des droits de douane sur le matériel informatique. J'ai vécu ce boom informatique au Sénégal, l'ouverture des cybercafés partout dans toute la ville, la possibilité d'aller à Médina, monter son ordinateur pièce par pièce. Ça a été une époque formidable, en tout cas du point de vue technologique, d'entrée, d'ouverture. Donc, le monde ne nous attend pas. Si nous n'avons pas des dirigeants capables d'être visionnaires, d'ouvrir des sentiers, le monde avancera sans nous et évidemment, on se retrouvera dans la situation que l'Afrique a déjà vécue, une forme d'ouverture par la force, c'est-à-dire par la canonnière. Oui. Or, mais n'est-il pas aussi important d'adapter l'évolution ou les modèles de développement au rythme, aux réalités socioculturelles africaines aussi? Ben, on pourrait le dire, mais on n'a pas le choix, en quelque sorte. Puisque l'Europe, quand même, est à des siècles de lumière. Il n'y a pas que l'Europe. Il y a l'Europe, il y a l'Asie avec la Chine, il y a des géants comme les États-Unis, il y a la Turquie qui se réveille, il y a l'Indonésie, il y a l'Inde. Et tout le monde veut sa part d'Afrique puisqu'il y a les métaux stratégiques. Donc si nous ne sommes pas, nous, capables d'avoir des dirigeants capables de défendre nos intérêts. Je vous ai pris le cas de Maître Wade pour vous dire, il avait la vision de l'informatique, il s'est dit, bon, tant qu'à faire, je vais permettre à l'Internet d'émerger au Sénégal parce que c'est une source d'emploi, c'est une source d'entrepreneuriat. Or, dans les pays comme celui d'où je viens, tout est fermé. Et donc, l'ouverture se fera par la canonnière, c'est-à-dire des gens qui ont des intérêts contraires à ceux du peuple viendront imposer avec la corruption et surtout la connivence des dirigeants des termes d'échange qui seront défavorables forcément aux populations et à la nécessité pour les populations d'avoir leur propre rythme. Et pour imposer son rythme, il faut déjà avoir une force économique. Or, nous ne l'avons pas. Pour imposer son rythme, il faut avoir soi-même des institutions capables de réguler les échanges. Qu'est-ce que vous appelez force économique? Ben, la force économique, déjà la plus simple, c'est de produire suffisamment ou d'avoir un avantage comparatif. Oui. Pour prendre le cas encore du Sénégal où je suis ici avec vous, l'avantage comparatif du Sénégal, on pourrait dire, c'est par exemple d'avoir un domaine juridique suffisamment évolué pour imposer quasiment ces normes à toute l'Afrique de l'Ouest dans certains domaines. Là où, par exemple, la Côte d'Ivoire a un avantage comparatif dans l'agriculture. Donc, avoir quelque chose, comme disait le président Senghor, à apporter à la table du dîner, du donner et du recevoir. Or, qu'est-ce que peut apporter le Congo actuellement, à part sa violence, sa barbarie, ses armes et évidemment son lot de malheureux? Et personne n'en veut. Or, si on vient
avec du Baba Mal, si on vient avec du Youssou N'Dour, si on vient avec en fait une offre stratégique, eh bien les gens vous écoutent et respectent, en tout cas essayent de respecter votre intérêt. Et pourtant, c'est ce que les chefs d'État du G5 Sahel ont essayé de faire lors de la dernière rencontre du G7. Vous avez rencontré le président Macky Sall récemment. Qu'est-ce que vous avez... Yokohama, vous avez échangé. C'était plus un échange cordial, donc évidemment, comme je dis, je me sens pleinement fils du Sénégal. Vous êtes peut-être confié je me suis confié sur ma volonté d'aller à la conquête du pouvoir. Et évidemment, il n'a pas répondu ni oui ni non, c'est la diplomatie qui le veut, mais j'estimais que je devais saluer quand même celui qui est le président d'un pays qui m'est cher. Et s'il y a un autre président au Sénégal, évidemment, j'apprécie le fait que le Sénégal arrive à régler cette différence sans passer par la case guerre civile. Et pour moi, c'est toujours important de saluer les démocrates du continent. Oui, vous avez l'expérience du pétrole, la région des Grands Lacs. Le Sénégal vient à peine de le découvrir et ça fait beaucoup de bruit quand même. Qu'est-ce que vous conseillerez aux Sénégalais par rapport à la gestion du pétrole? De ne pas être schizophrène. Le pétrole est une bénédiction si il est bien géré. Le cas de la Norvège le montre, les Émirats le montrent suffisamment. C'est aux citoyens d'être extrêmement vigilants. Et étant de tendance libérale, moi je serais plutôt pour que, à la place de l'État, on puisse donner la gestion du pétrole sous forme de contrat, comment on appelle ça déjà, partenariat public-privé ou appel d'offres local, pour que ce soit des Sénégalais qui exploitent le pétrole sénégalais et qu'il n'ait de lien avec l'État que de l'impôt qu'ils payent sur le bénéfice ou peu importe l'impôt qui sera créé spécialement pour cela. De manière à ce que ce soit des entrepreneurs privés qui répondent devant des actionnaires et qui répondent devant la loi. Or, quand on confie la gestion du pétrole à du privé simplement international et à l'État, il y a tendance à vouloir influer sur les régulateurs pour avoir des conditions favorables, ce qui est contraire à l'intérêt national. Mais si le Sénégal n'a pas l'expertise aussi, il est obligé d'aller le chercher ailleurs. Oui, mais il peut imposer par exemple la localisation fiscale des intérêts. C'est-à-dire il va chercher ailleurs, mais il dit si vous voulez exploiter le pétrole au Sénégal, il faut que votre siège social soit au Sénégal. Il peut le faire. Ça c'est plutôt c'est pas les sénateurs, mais les députés, de voter une loi, de prévoir un cadre pour le permettre. Et surtout, le pétrole entraîne ce qu'on appelle la maladie hollandaise, c'est-à-dire une tendance à délaisser les autres secteurs de l'économie au profit d'un seul secteur entier. Et donc l'État se désengage des autres secteurs, ne régule plus rien et ne va que capturer la manne pétrolière à des fins d'enrichissement parfois illicites. Et évidemment, le pétrole est une industrie suffisamment puissante pour être extrêmement opaque. Et donc, il appartient aux Sénégalais, notamment à la société civile, de s'organiser pour réclamer dès à présent la transparence sur les contrats et surtout à la marine sénégalaise d'être renforcée par l'État sénégalais pour aller réellement faire les contrôles sur les plateformes parce que, évidemment, si j'exploite en haute mer le pétrole sénégalais, j'aurais tendance à ne pas donner les vrais chiffres pour évidemment maximiser mon profit et limiter l'argent que j'aurais à verser. Donc, voilà à peu près les points et sans compter le problème de la pollution, parce que c'est une industrie qui pollue. Donc, au large des côtes, il faut surveiller les nappes phréatiques, les nappes de pétrole qu'il pourrait y avoir. Et donc, c'est vraiment environnemental, fiscal et de la régulation. Donc, ouvrez les yeux. Mais ça peut être un grand bonheur pour le Sénégal d'avoir cet argent, cette manne, cette bouffée d'oxygène. Le modèle idéal, c'est celui de la Norvège. Un fonds souverain dans lequel est directement mis l'argent et ne sera dépensé que le bénéfice supérieur généré. Comme ça, ça crée un capital. Si je vous comprends bien, la transparence. La transparence et surtout la rigueur. Parce que ce sont des industries suffisamment puissantes pour fracturer l'État sénégalais. C'est-à-dire que vous serez en face d'entreprises qui brassent des milliards de milliards en journée. Donc, acheter tout le personnel politique sénégalais, ils peuvent le faire. Donc, vous devez avoir des hommes suffisamment accrochés dans l'éthique de tous les grands hommes sénégalais qui sont passés, aujourd'hui malheureusement beaucoup nous ont quittés, de s'enraciner dans ce besoin d'aider la collectivité plutôt que d'avoir un bénéfice personnel. Oui. Le mouvement... au doyen Kéba Mbaye. Le mouvement Ça Suffit, vous faisiez partie d'un de ses dirigeants qui a pris beaucoup d'ampleur en République du Congo.
Qu'est-ce qu'il devient, ce mouvement? Non, le mouvement continue. Avec une élection interne a été confiée la direction à M. Marcus Kissa, qui continue l'œuvre. Donc c'est une œuvre de sensibilisation sur la démocratie, sur l'état de droit et d'investigation sur les problèmes de corruption, donc qui continue. Mais j'étais obligé, dans la démarche qui est la mienne aujourd'hui, de me mettre en retrait. Je reste membre, mais je ne suis plus à la direction du mouvement qui continuera sa vie. Évidemment, si je me mets moi à voler, à corrompre ou à tuer, j'espère que le mouvement sera suffisamment fort pour me sanctionner, me dénoncer, parce que nous voulons créer des mouvements forts, institutionnels, qui pourront, au-delà des personnes que nous sommes, continuer cette œuvre vraiment d'édification des peuples africains. Nous en avons vu d'autres exemples, tels que le Y'en a marre ou le ballet citoyen au Burkina Faso. Est-ce un réveil brutal pour l'Afrique? Non, pas brutal, ça couvait. Pour les dirigeants africains, pour les dirigeants, c'est brutal, mais surtout, c'est la convergence d'une insuffisance de transparence démocratique et des réseaux sociaux. C'est-à-dire, nous, jeunes Africains, avions déjà des aspirations. Mais nous n'avions pas les moyens d'aller dans les grands médias, de faire entendre notre voix. Et comme ce désir de s'exprimer était extrêmement fort, suffisamment fort pour entraîner des mobilisations citoyennes dans les rues, les réseaux sociaux sont venus nous permettre de nous organiser beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite. Et évidemment, ça a produit des excès parfois, des bonheurs de l'autre côté. Et pour le cas du Sénégal, avec nos grands frères de Y'en a marre, évidemment, on estime que s'il n'y avait pas eu Sounou au Sénégal et Sounou vote, peut-être que... Il y a d'autres exemples un peu partout dans le monde. Oui, on a vu le printemps arabe. Mais c'est un peu dirigeant, c'est un peu différent. Le printemps arabe bénéficiait d'un dividende démographique plus grand, c'est-à-dire les gens là-bas ont déjà dépassé, la population est majoritairement âgée entre 35-45 ans, beaucoup revenus des États-Unis, sont ultra formés et ils avaient les moyens. Alors nous, sans faire injure à Y'en a marre et même à Sassoufi, on ne va pas dire que c'est de la bricole, mais presque, c'est-à-dire c'est vraiment avec de l'huile de coude, de la sueur et des réticences évidemment de la part de la société elle-même qui n'était pas habituée à l'expression jeune. Parce que en général dans nos sociétés, plus en Afrique centrale que par ici, mais chez nous, le jeune se tait. Il n'a rien à dire, il doit s'asseoir. Au nom du droit d'aînesse. Voilà, d'un droit d'aînesse dévoyé. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas, on ne peut pas dire que les peuples africains se sont réveillés? On a l'impression que les citoyens sont beaucoup plus mûrs, ils sont beaucoup en avance sur nos dirigeants, qui se rendent compte tardivement des réalités sur le terrain. Oui et non. Je pense que les dirigeants sont cyniques. Ils sont parfaitement conscients de la situation. Vous pensez? Mais ce n'est pas dans leur intérêt, de la rente et de la position sociale qu'ils ont acquise, de changer les choses. C'est pour ça que l'appel de Dakar, donc le discours que j'ai fait, dit très bien qu'il y a des gens qui ont pris des positions, surtout en politique, qui sont des professionnels du crime politique. Leur expérience, c'est l'expérience du crime en politique, et ils considèrent la politique comme une maladie sexuellement transmissible. Comment expliquez-vous le crime politique? Le crime politique se caractérise par une façon de faire de la politique contre l'intérêt général. C'est-à-dire on vient en politique non pas pour servir la communauté et l'améliorer, mais non seulement pour s'enrichir, pour faire des coups, pour faire des crimes même physiques, c'est-à-dire éliminer physiquement des gens ou un groupe social. Et évidemment, à la fin de tout cela, confier cette position acquise de manière inique à son fils, sa fille, son neveu, sa tante, sa femme, sa maîtresse, pour prendre les cas les plus célèbres qui ont fait la une, le cas de Grace Mugabe qui a voulu le pouvoir dans le dos de son défunt mari, ou encore pour le cas du Congo-Brazzaville où nous avons les velléités des différents fils-neveux à se présenter à la suite du père. Et encore même, cela s'applique y compris dans certains partis d'opposition où après les pères, nous avons aujourd'hui les fils qui sont députés sur les postes occupés par les pères, et on a l'impression que les autres citoyens sont venus au monde pour les accompagner. Donc nous faisons partie du décor, des meubles. Pour prendre un exemple sénégalais, c'est comme si nous étions d'une caste d'esclaves pour eux, et nous étions là pour les accompagner dans la vie, quoi. Oui. Alors, le mouvement Sassoufi, est-ce qu'ils ont validé votre candidature ou votre entrée en matière en politique? Ce n'est pas l'objectif du mouvement. Si mon entrée en politique ne dépend que de moi,
Mais maintenant, j'estime et j'espère que le mouvement va me contrôler. C'est-à-dire, si je mène une campagne politique d'exacerbation de la haine tribale ou que je fais la promotion du crime politique, j'espère que le mouvement va dire ex-coordinateur, ancien président, tu déconnes, et que j'aurai la sanction méritée et l'affichage nécessaire. Parce que le mouvement doit être neutre suffisamment pour le permettre au moment de l'élection de faire son travail de contrôle pour l'ensemble des candidats, y compris celui que je suis aujourd'hui. Donc si je vous comprends bien, lors des élections, ce mouvement sera considéré comme un organisme d'observation des élections. En tout cas, ça a été sa vocation en 2016, en 2017 lors des législatives, et c'est ce que nous voulons. En tout cas, c'est mon vœu pour 2021. Mais est-ce que Sassou Nguesso va permettre au mouvement cette position? Mais peu importe ce que lui veut. Du moment où nous avons accès aux informations, du moment où nous avons des gens sur le terrain pour regarder, nous faisons de l'observation, avec son assentiment ou pas. Son assentiment c'est lui qui organise les élections quand même, le gouvernement, je veux dire. Oui, mais son assentiment est secondaire. Aujourd'hui, si vous vous mettez devant un bureau de vote pour vérifier s'il n'y a pas des militaires qui rentrent et sortent en train de taper les gens, vous faites de la surveillance électorale. Après, ce n'est pas de la surveillance électorale accréditée. Mais que vaut aujourd'hui dans ce type de régime une accréditation pour observer? Elle vaut quasiment rien. La signature de ce type de régime ne vaut rien. En revanche, la vigilance citoyenne vaut tout. C'est-à-dire aujourd'hui, un rapport, ça suffit sur l'élection, vaut plus qu'un rapport fait par le ministère de l'Intérieur congolais actuel, puisqu'il n'est pas crédible dans ces données. Après, le ministère de l'Intérieur aussi dira la même chose sur ça suffit. Mais c'est là où nous avons le bonheur d'utiliser des méthodologies internationales. Donc, comme nous utilisons, c'est-à-dire différentes méthodologies où nous mettons à la disposition de nos partenaires les données brutes, les contacts des sources, et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, vous le savez, on prend en photo les résultats qui sont obligés d'être affichés dans les bureaux, qui sont publics au moment du vote. À la fin du vote, les premiers résultats sont toujours publics et c'est le transfert souvent qui pose problème. Donc ces données brutes sont mises à la disposition de tout le monde. Après, on peut contester, dire que la photo est manipulée, tout ce qu'on veut, mais même ça, aujourd'hui, il est possible techniquement de vérifier si une photo a été éditée ou pas. Donc nous avons cette transparence, nous l'avons toujours eue. Et ce qui nous vaut aujourd'hui, cette crédibilité reconnue par beaucoup d'organismes internationaux. Oui. Le professeur Zakari Boaou, ça vous parle? Oui, ça me parle. Quel rôle a-t-il joué pour votre candidature aux prochaines élections présidentielles? Malheureusement pour lui, aucun. Ça reste un aîné que je respecte et dont j'admire le combat pour la démocratie au Congo, mais je ne l'ai nullement mis au courant. C'est une décision personnelle d'un homme qui veut aller à la rencontre de son peuple. Oui, et pourtant, on parle beaucoup de lui pour faire référence à votre candidature. Oui, mais c'est le malheur de la société congolaise, c'est-à-dire qu'il y a une facilité de faire des associations par tribu. Comme par mon nom de famille, je serais supposé originaire du nord du Congo, comme le professeur Boaou. Donc les gens n'imaginent pas qu'un jeune homme puisse, dans son fort intérieur, se décider, faire des choses. Il y a nécessairement une main noire quelque part qui tirerait les ficelles. Donc on reste dans cet imaginaire du complot. Et comme nous sommes dans des régimes fermés, où la rumeur a plus de valeur que l'information... c'est comme vous disiez tout à l'heure, les gens ont toujours en tête le crime politique. Exactement. La manœuvre, la ficelle. Oui. Alors, il y a de cela quelques jours, Sassou Nguesso était en France. Il a rencontré le président Emmanuel Macron pour définir une politique de protection du forêt du Congo. Nous y reviendrons. Mais aussi, il y a des opposants congolais qui sont toujours en prison. Vous avez leurs nouvelles? Les premières nouvelles, c'est qu'ils sont toujours emprisonnés. Oui, il s'agit de Mokoko et Okombi. Général Mokoko et l'honorable André Okomi-Salissa, qui bénéficient pourtant d'un avis des Nations Unies. C'est l'avis 5-2018 et 56-2018 de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, qui avait demandé à l'État congolais la libération immédiate des 2 anciens candidats à l'élection présidentielle. Le Congo se refuse toujours d'exécuter ces avis et donc le président Emmanuel Macron, au profit de cette visite, a de redemander à M. Sassou Nguesso de procéder, en tout cas de faire un geste dans ce sens. Maintenant, quelles sont les nouvelles? Il faut savoir que le Congo, on le dit souvent et pas assez, est un État policier. Et un État policier endurci dans le crime.
Donc l'objectif d'un emprisonnement de ce type a toujours été la liquidation à petit feu des personnes. C'est-à-dire qu'on vous emprisonne, on vous laisse le temps d'être oublié par les médias, par la masse, par le bruit qu'on peut faire autour, et après on vous organise une visite plus ou moins, et ensuite on dit Monsieur Ibrahima a succombé d'une crise cardiaque, on y était pour rien, et il est mort. Donc c'est une stratégie politique d'élimination physique. Et donc tout le bruit que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons faire pour dire la situation de ces deux illustres personnes permettent en quelque sorte d'un peu protéger leur vie et de leur éviter la mort. Oui. Aujourd'hui, en tant que candidat à la prochaine présidentielle du Congo, comment mesurez-vous la misère des Congolais? Il y a deux sortes de misère. La misère matérielle, elle est facile à mesurer. Les indicateurs existent, l'IDH, les indicateurs de corruption, mais ce n'est pas le plus important. Pour nous, le plus important, c'est la misère morale, et la misère vraiment morale et même spirituelle dans laquelle le Congolais s'est enfoncé. Aujourd'hui, au Congo, nous vivons, comme je l'ai dit, un état de siège, état policier. Personne ne fait confiance à personne. Le langage de la tribu devance celui de la nation. Tout le monde cherche son intérêt personnel et personne ne veut s'occuper de l'intérêt collectif. Toute personne qui essaye de faire quelque chose est sujet à des campagnes intenses de calomnie, de diffamation, afin d'empêcher justement l'unité du peuple congolais. Et évidemment, tous ceux qui s'opposent à cet état de fait sont soit tués, assassinés, pourchassés, emprisonnés ou exilés. Donc c'est plutôt une société qui a cessé de faire groupe et qui s'est fracturée et qui continue à se fracturer. Et c'est contre cette fracturation que nous avons décidé de nous lever. Oui. Alors le Congo a le deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie. Aujourd'hui, les dirigeants du monde parlent beaucoup de la protection de la forêt pour un peuple qui a besoin de son gagne-pain au quotidien. Est-ce qu'il n'y a pas une décadence entre ces demandes de ces dirigeants au niveau international et le besoin quotidien du Congolais lambda? Votre question est intéressante, mais déjà il faut balayer un truc de propagande. Non, le Congo n'est pas le deuxième poumon vert et l'Amazonie n'est même pas le premier. Oui. C'est la toundra russe qui s'étend quasiment de Moscou à Vladivostok qui est réellement le véritable poumon vert de la Terre. Oui, ça vous nous l'apprenez. Mais c'est la réalité. Voilà. Vous voyez même seulement juste l'étendue. Instinctivement, vous pouvez vous dire que c'est très important. Oui. Le Congo, en revanche, est dans un rapport qui est sorti, si ma mémoire est bonne, en mars dernier, de l'Environmental Investigative Agency, c'est une ONG anglaise, dans cette stratégie de capture de l'État, a donné les concessions forestières à des groupements asiatiques, notamment la société Dejawood, et qui prélèvent de manière extrêmement illégale, au-delà des quotas, des pousses dans la forêt. Donc nous sommes dans une forêt qui est en train de disparaître à cause de la mauvaise gouvernance. Donc la mauvaise gouvernance n'a pas que de l'impact sur les humains, mais aussi sur l'environnement. Et cette forêt en train d'être coupée, évidemment, il faut pour les dirigeants d'Afrique centrale utiliser une technique qu'on appelle celle du greenwashing, en tout cas du verdissement écologique, et de se présenter comme en fait des sauveurs de la forêt, parce que le sujet était la mode. Et ce genre de choses sont formatées par des agences de relations presse internationales très bien payées par ce type de régime, afin de redorer l'image des dirigeants complètement éclaboussés. Pour le Congolais, la réalité, c'est que si la manne pétrolière était suffisamment bien gérée et que l'État fonctionnait, on n'aurait pas à prélever la forêt. Et on est obligé d'y aller pour prélever la forêt ou chercher subsistance, parce qu'il est impossible pour un Congolais rural surtout de se nourrir au tarif de ce qui vient de l'Occident et de ce qui est importé. Donc c'est un peu ça, c'est une conséquence directe de la mauvaise gouvernance. Oui, et cette exploitation abusive de la forêt, vous venez de le dire. C'est même plus qu'abusif, c'est quasiment une exploitation sauvage. Qui dépasse les frontières du Congo. Exactement. Qui touche tout le bassin. Le Gabon, le Cameroun. Le Cameroun, la République démocratique du Congo. Nous allons à présent parler de la xénophobie en Afrique du Sud, qui touche aussi une bonne partie de la diaspora congolaise. Quelle appréciation faites-vous de ce comportement des Sud-Africains?
Il m'est difficile pour moi, au-delà de la partie violence à condamner toujours, d'avoir un regard comme ce regard mainstream, hein, général, qui s'est dégagé. Les Sud-Africains n'ont pas raison de tuer les étrangers, mais c'est plutôt une faillite de l'État ANC. L'ANC dirige l'Afrique du Sud depuis 1994 et n'a pas su faire émerger un État social sud-africain capable d'intégrer. Oui. Et ensuite, l'ANC et certains dirigeants n'ont pas eu le courage politique de réfléchir à des politiques migratoires afin de protéger les couches les plus faibles de la population sud-africaine. Parce que pour un Sud-Africain non éduqué, être en concurrence avec des étrangers, souvent en situation illégale, dans des métiers en tension, c'est ce qui favorise et qui laisse déjà un terreau à la violence. Ajoutez à cela tout ce qui est réseaux sociaux et rumeurs, mais on obtient la violence que vous avez. Mais est-ce suffisant quand même? Est-ce un bon prétexte pour s'attaquer à Non, je l'ai dit, oui. S'attaquer, ce n'est pas normal. Ouais. En revanche, il faut souligner ouais. la capacité de l'État sud-africain et même de l'État ANC oui. à prendre des mesures en disant ce n'est pas normal. Et il faut savoir qu'en Afrique du Sud, c'est la police qui a protégé les populations étrangères contre les attaques xénophobes. Et évidemment, comme la justice est suffisamment indépendante, les gens qui ont commis ces actes délictueux répondront devant la justice sud-africaine, seront poursuivis, seront rattrapés par le bras de la justice. C'est suffisant pour la conscience, car si on remonte l'histoire, toute l'Afrique ou toute l'humanité avait quand même adhéré à la cause mais ce n'est pas suffisant. Le problème du citoyen sudafricain pour l'instant, c'est qu'il travaille dans des mines. Oui, l'apartheid, quand même, tous les pays africains ont... Oui, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. On dénonçait l'apartheid. L'Afrique du Sud a pris sur son dos l'effondrement du Zimbabwe. L'Afrique du Sud prend sur son dos l'effondrement du Mozambique. Ah, vous pensez que c'est lié, hein? C'est lié. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'Afrique du Sud a accepté des populations qui sont venues en masse à cause de l'effondrement de leur pays et n'a jamais eu de politique vis-à-vis de ces populations qui arrivaient du fait de ces deux effondrements à sa frontière. Mais au même moment, il y a les Sud-Africains sont un peu partout dans le monde aussi. Hein. Oui, mais il ne faut pas être naïf. Les États doivent d'abord gérer leurs citoyens. Et pour faire le parallèle, je vous l'ai dit, nous au Congo, je pense que c'était en 2014, on a eu une politique xénophobe. Une politique xénophobe qui consistait à aller faire arrêter tous les étrangers dans les rues par la police congolaise. Ce n'est pas des citoyens lambda qui sont fâchés et qui sortent les machettes, non. C'est l'État congolais qui a organisé des rafles d'étrangers en situation régulière ou irrégulière, sans passer devant un juge administratif. Ils les ont expulsés du pays, il y a eu des viols, il y a eu des morts, il y a eu tout et n'importe quoi. Donc, on ne peut pas, nous, en tout cas moi, dans ma position de Congolais de Brazzaville, me dire simplement les Sud-Africains ont tort. Je dois toujours prendre cet exemple-là pour me regarder dans le miroir avant de juger le Sud-Africain. L'Afrique du Sud est en récession économique et tout le monde le sait, y compris en Europe, les récessions économiques sont toujours des moments de tension où les dirigeants populistes cherchent des boucs émissaires afin de donner une raison à leur faillite économique. Donc, évidemment, l'effondrement de l'Afrique du Sud, on dira, si l'économie ne marche pas en Afrique du Sud, c'est la faute aux Sénégalais qui est venu. C'est la faute aux petits garçons de la RDC. C'est la faute aux petits Congolais qui passent afin de ne pas regarder la capture de l'État par une frange corrompue de l'ANC. Oui, mais n'est-il pas temps d'éradiquer cet état d'esprit chez l'Africain? Non, c'est mondial, ce n'est pas que africain. Vous retrouvez ces phénomènes de xénophobie aussi bien en Asie, chez les nationalistes, en Europe, en Afrique du Sud, plutôt en Australie, un peu partout dans le monde. C'est un phénomène naturel. Sous d'autres formes quand même, différentes de ce qu'on voit ces derniers temps. Bon, en tout cas différentes de la machette. Les moyens sont beaucoup plus subtils. Hein, parce que on a vu la montée des nationalistes en Europe aussi. Voilà, nos frères qui meurent dans la Méditerranée, ça reviendrait presque à cela. Et pour toujours rester sur mon domaine d'expertise, celui du Congo-Brazzaville, les commerçants sénégalais installés au Congo sont victimes de campagnes xénophobes de la part de la police congolaise. Il y a parfois mort d'hommes, mais l'État congolais ne condamne jamais. Et comme ça ne fait pas la une des grands journaux, comme ce que peut faire le cas sud-africain, bon, ça passe au silence. Mais moi, en tant que fils du Sénégal aussi, je suis complètement peiné et choqué par cette attitude qui consiste à considérer tout commerçant d'origine sénégalaise, même installé au Congo depuis 1960, un comme un étranger, deux comme en fait une espèce de poche qu'on peut venir racketter
dès la première difficulté économique pour le gouvernement. Et évidemment, dès que les Congolais dits autochtones vont se plaindre, l'État congolais ira chercher un à un les Sénégalais, va les faire tout un paquet et les mettre hors du pays. Donc c'est plutôt une occasion pour nous, Africains, de sortir d'une forme de naïveté et de dire que nos États doivent avoir des politiques migratoires. Oui. C'est une obligation, c'est même une responsabilité. Et de dire aux Zimbabwéens qui veulent rentrer, de dire aux Mozambicains qui veulent rentrer, nous ne sommes pas contre toi, mais vraiment en ce moment, l'Afrique du Sud n'a pas la capacité de te loger, de t'employer, aux conditions qui ne vont pas créer une concurrence déloyale pour nos citoyens. Oui. Et cette concurrence déloyale pour nos citoyens, c'est ce qui va alimenter la haine. Et donc c'est une mesure de responsabilité que de dire la vérité aux autres frères africains qui vont et viennent dans nos pays. C'est ça. Vous travaillez aussi pour la démocratie en Afrique centrale chez vous. Le nouveau président Tshisekedi, votre voisin, vient de mettre en place son gouvernement après plusieurs mois de tractation. Quel rôle peut jouer ce nouveau gouvernement dans la géopolitique de cette région des Grands Lacs? Déjà, ça a été une polémique presque inutile. Ce que les gens ne connaissent pas de la RDC, c'est que la RDC est sur le modèle de la Belgique. C'est-à-dire, c'est un État décentralisé. Vous avez ce qu'on appelle des gouvernorats avec des gouvernements régionaux, en quelque sorte. Donc, même s'il n'y a pas d'État central, comme le cas qu'on avait eu en Belgique, où je pense durant 2 ans, il n'avait pas eu de Premier ministre, le pays peut fonctionner. Donc, quand le président Tshisekedi se permet de prendre son temps pour avoir un gouvernement central, cela n'entrave en rien la marche de l'État RDC. En revanche, nous pensons que ce déblocage quasiment pour l'instant de la situation en RDC est favorable pour la sous-région parce qu'il permet de quand même un peu souffler. Les premières mesures prises par le président Tshisekedi étaient encourageantes. Il a fait libérer les prisonniers politiques qui encombraient les prisons. Il essaye de réformer tout l'appareil sécuritaire, notamment la partie qu'on appelle intelligence, mais chez nous c'est plus de la police politique. Donc il est quand même dans un processus qui est favorable. Maintenant, à lui de le confirmer, d'aller plus loin dans les réformes, notamment sur tout ce qui touche la corruption ou les mesures sociales nécessaires pour que ce grand pays qu'est la RDC puisse réellement démarrer. Oui. Et la croissance de la RDC, je pense, pourra attirer l'ensemble de la sous-région et même le continent. Oui, même le continent, vous le dites, c'est une région très très riche. Trop riche en sous-sol. Le pont qui doit relier les 2 capitales les plus proches au monde, Brazzaville, Kinshasa, qu'est-ce que ça peut apporter à cette région? Déjà, ce projet de pont est une arnaque. Il a été voulu par la présidence au niveau du Congo, sans consultation avec le pays d'en face. Donc c'est déjà la RDC. Donc le problème est déjà mal posé. Vous ne pouvez pas décréter faire un pont pour relier vos 2 capitales sans consulter la partie évidemment voisine et intéressée. Mais l'idée n'est pas mal quand même. L'idée est vieille. On appelle ça un serpent de mer. Ça fait longtemps que cette idée tourne. Oui. En revanche, il ne prend pas en compte la nécessité d'abord d'organiser une politique migratoire, d'organiser la convergence fiscale et sociale, parce que nous n'avons pas le même droit social d'un côté et de l'autre, et donc ça créerait pour Brazzaville en tout cas une situation de dumping social, et les entreprises de Brazzaville seraient en fait victimes d'une espèce de dumping venant de Kinshasa. Donc ça c'est le premier problème stratégique. L'autre problème c'est qu'en fait le pont c'est bien, mais la vérité cette zone a plus besoin d'un projet beaucoup plus ambitieux que je veux porter dans mon projet, qui est le canal. Faire un canal pour permettre de relier Kinshasa-Brazzaville à un fleuve que nous avons au Congo qui s'appelle le fleuve Nyari, qui débouche ensuite sur un autre fleuve, le fleuve Kwilu, et qui rejoint l'océan. Et ce canal permettra à quoi? Et justement de relier Brazzaville et Kinshasa à l'océan pour permettre de faire la navigation depuis l'océan jusqu'aux zones diamantifères. Ne serait-il pas plus compliqué de faire un canal qu'un pont? Mais le canal, c'est le moyen d'avoir le plus de tonnage. Les bateaux, vous êtes sans ignorer que les bateaux, c'est vraiment le transport par excellence en conteneurs, en charge utile. Et cela va permettre de désenclaver la zone, parce que pour l'instant, il y a un phénomène qu'on appelle de rupture de charge qui date depuis l'époque coloniale. Les bateaux arrivent jusqu'à Pointe-Noire, donc le port en eau profonde du Congo.
ben, ils ne peuvent pas continuer puisqu'il n'y a rien qui est prévu. Ils doivent prendre soit le chemin de fer, soit la route, arriver jusqu'à Brazzaville, et à Brazzaville, pour traverser... Pourquoi? Parce que le fleuve n'est pas navigable ou... Parce que le fleuve, il n'y a pas de fleuve entre Brazzaville et Pointe-Noire, et le port. Oui. En revanche, le fleuve est navigable à partir de Brazzaville jusqu'aux zones diamantifères. Or, jusqu'à présent, rien n'est prévu pour permettre de connecter le grand fleuve et de le faire déboucher sur l'océan de manière navigable. Et ça, c'est un projet d'avenir qui peut engloutir beaucoup d'investissements et qui ne s'oppose pas au fait, en plus du canal, d'ajouter de la route, du rail le long du canal, pour permettre justement... Le pont aussi pourra soulager quand même les personnes et les biens aussi. Non, parce que vous connaissez le phénomène de l'autoroute que vous avez construite entre Dakar et Diamniadio. C'est rapidement... parce qu'il n'y a pas de solution collective de transport. Et imaginez un pont en route rail qui transporte des gros camions transportant du diamant, de l'uranium, du tantal. C'est même un problème sécuritaire majeur. On ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Ce n'est pas bien pensé en tout cas. À quand l'harmonisation de toutes ces politiques entre pays africains? Ben, il faut on est en 2019 quand même. Oui, mais il faut d'abord l'organisation des nations elles-mêmes en interne. Tant qu'on n'est pas capable déjà de partager le pouvoir de manière cohérente, de manière, comme dit Montaigne, je crois, que le pouvoir, par la disposition de toutes choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Tant qu'on n'est pas capable déjà de régler nos différends par le wahale, par la discussion, personne ne nous fera confiance. Donc c'est une affaire de confiance, de signature. Donc nos États doivent d'abord s'organiser en interne. Évidemment, vous n'ouvrez pas votre maison à l'étranger si vous n'avez pas arrangé dedans. Ce serait irrespectueux pour lui qui vient vous rendre visite, irrespectueux pour vous-même qui le recevez. Donc faisons le ménage chez nous, soyons nous-mêmes exemplaires, intégrons-nous d'abord avec ceux avec qui nous sommes obligés de vivre. C'est avec qui nous sommes obligés de vivre, vous voulez faire référence? Ben, je fais référence au fait que nos États n'ont pas été tracés par nous-mêmes. Donc, par, comme on dit, des accidents de l'histoire, nous sommes obligés de cohabiter. Donc, commençons déjà par cela. Parce que si je dis que je vais accepter mon frère sénégalais et que mon frère de l'autre côté de la rivière, du village d'à côté, je suis prêt à le couper à la machette, je ne suis qu'un hypocrite. C'est un vieux discours qui date des lendemains des indépendances. Voilà. Les pères de l'indépendance ont toujours tenu le même discours, mais 50 ans après, on tarde toujours à entrer dans l'histoire. C'est parce qu'il y a des forces, comme on dit, il y a des forces contraires. Quand vous faites un projet, sachez que vous aurez toujours contre vous ceux qui veulent faire la même chose que vous, ceux qui auraient rêvé d'être à votre place et ceux qui ont toujours envie de ne rien faire et qui sont dans des positions de rente. Il y a des gens aujourd'hui, je vais encore être plus concret avec vous. Pour mon pays, le Congo, il n'y a que le français comme langue officielle. On pourrait simplement regarder ça comme une donnée de l'histoire et dire, bon, ça va, c'est un accident de l'histoire. Mais quelle est la volonté de vouloir toujours laisser le français comme unique langue officielle? C'est en fait de créer un rapport à la langue tellement biaisé que les populations qui n'ont aucune maîtrise du français, mais qui pourtant ont la maîtrise d'autres langues qui sont leurs langues, les mettent en dehors du champ de la vie publique, en dehors du champ de la vie administrative, et de créer une situation de rente pour une forme d'élite francisée, connecté à ce monde-là. Or, pour le cas du Sénégal, que je connais un peu, le Wolof est appliqué, j'ai même eu le plaisir de le voir. Mais nous avons aussi le français comme langue nationale, langue officielle aussi. Voilà, mais il y a quand même un effort d'intégration, y compris du patrimoine national linguistique. Donc moi, dans ce que je veux proposer, c'est donner un statut officiel à nos langues que sont le Lingala et le Kikongo, afin d'intégrer une partie de notre population qui est tenue en dehors de toute vie publique. Et évidemment, rendre la justice en langue vernaculaire, permettre l'administration en langue vernaculaire, permettre en fait à des individus de vivre leur vie chez eux. Mais il nous faudra combien de temps pour arriver à cela? Ça dépend, votez intégrer pour, le Lingala, votez pour moi et je le ferai dès 2021 si vous votez pour moi. Voilà. Bon, alors, nous sommes au dernier tournant de cette émission. Je vous rappelle que nous sommes avec M. Andrea Ngombe, qui est candidat à la prochaine présidentielle en République du Congo. Nous allons parler de la zone de libre-échange en Afrique qui, présentement, fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais aussi de la monnaie éco auquel beaucoup d'intellectuels africains aspirent pour libérer un peu économiquement l'Afrique selon leur discours.
La zone Afrique centrale n'est pas certes concernée par cette question, mais quelle lecture faites-vous de cette situation et de cette volonté de ces intellectuels africains? Je pense qu'il ne faut jamais confondre deux choses, l'économie et l'idéologie. Les gens acceptent le franc CFA, y compris dans les plus petits villages du Sénégal, parce qu'il représente pour eux une forme de stabilité. C'est pour ça qu'ils l'acceptent. Les gens accepteront l'éco si l'éco est suffisamment garanti, piloté de manière responsable, afin de ne pas utiliser ce qu'on appelle la planche à billets et de garantir une stabilité. La planche à billets? La planche à billets, c'est la dévaluation agressive tout le temps. Ce qu'on a vécu très longtemps juste à côté en Gambie, là, ou en Gambie, simplement avec la monnaie gambienne. Le dictateur se réveille un peu de manière de mauvaise humeur, la monnaie est dévaluée. Il est de bonne humeur, il veut la surévaluer. Donc la monnaie obéit vraiment à des critères d'abord de capacité économique et de garantie. Maintenant, la volonté pour l'Afrique de l'Ouest d'aller vers une intégration qui permette aux anciennes colonies anglaises, aux anciennes colonies françaises et à l'ensemble de la région de s'intégrer économiquement est une bonne chose. Encore faut-il le faire en donnant les instruments réels pour mener une politique que sont la convergence fiscale entre les États, les critères de stabilité entre les États, les garanties fiscales en cas de dérive, donc des moyens de sanction et de contrôle, et après le reste, s'il s'agit juste de faire une monnaie pour la réimprimer hors de la zone, autant garder le franc, c'est-à-dire en France. En France ou ailleurs, parce que par exemple la monnaie ghanéenne jusqu'à récemment était imprimée en Angleterre, donc ça ne sert pas à grand-chose. En revanche, si on veut réellement créer une souveraineté... On parle beaucoup de cette impression de la monnaie. Est-ce seulement... Mais c'est des instruments de souveraineté. C'est-à-dire que si la monnaie que vous voulez faire est imprimée dans un pays tiers, sous le contrôle d'une personne tiers, le jour où vous êtes en fâcherie avec lui, il a un moyen de pression sur vous. La monnaie est un instrument d'abord de souveraineté. Qu'est-ce qu'on veut faire avec? Quelle est la politique qu'on veut mener? Où est-ce qu'on veut aller avec? Et c'est à partir de là qu'on définira les critères. Et quelle est la différence entre l'impression de cette monnaie et la garantie dont on parle? La garantie, c'est le fait que les États, par exemple, le Sénégal, le Ghana, le Nigeria, vont se donner un critère de déficit public. Dire, au-delà de tel critère de déficit, tu es sanctionné. Parce que la monnaie nous appartient à tous. Tout le monde doit mettre une partie de sa poche. C'est comme la caution. Là, je simplifie vraiment, après les techniciens connaissant un peu plus dans les détails. C'est comme une caution qui permet de dire, voici, à chaque fois que quelqu'un emprunte quelque part, nous avons ici les devises pour rembourser. À chaque fois que quelqu'un veut faire une transaction, nous avons le stock d'or, le stock de diamants, peu importe, mais la monnaie doit être garantie par quelque chose. C'est une hypothèque. Voilà. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous souhaitons bon séjour au Sénégal, en tout cas, à Dakar, chez vous. Je voudrais souhaiter une bonne fête de Tamarit à tous mes frères et sœurs sénégalais ici, et évidemment les Sénégalo-Congolais là-bas, pour dire que nous sommes vraiment tous ensemble. Ils doivent eux aussi s'impliquer dans la vie civique. Ce n'est pas parce qu'ils sont d'origine sénégalaise qu'ils ne sont pas congolais. Ils sont pleinement congolais comme tout le monde. Ils ont le droit de dire ce qui ne va pas dans la cité dans laquelle ils habitent. Ils ont le droit de s'engager pour le pays qui les a vus naître et pour certains dans lesquels ils vivent. Et donc, moi, étant aussi séné-congolais, je suis fier toujours de venir au Sénégal et de retrouver mes frères et sœurs du Sénégal. Donc, vraiment, travaillons ensemble pour intégrer le Congo et le Sénégal, ce sera déjà une bonne chose. Inch'Allah. En tout cas, merci André Ngombe. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. On espère vous retrouver d'ici 2021. Pour l'investiture. L'investiture ou avant le démarrage de la campagne. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi votre émission Diplomatie. Nous avons eu l'honneur d'accueillir André Ngombe, qui est expert international sur les questions de kleptocratie, mais aussi de promotion de la démocratie en Afrique centrale. Il est aussi candidat à la prochaine élection présidentielle de la République du Congo. Merci, au revoir et à bientôt. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.3.